Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique comme je vous l'avais annoncé. Nous n'aurons pas d'émission que les choses soient dites ce soir, nous y reviendrons mardi de la semaine prochaine. Ce soir, 2 émissions politiques. Nous partons tout d'abord du côté d'Henri Yoyotte. Henri Yoyotte, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yvelise et bonsoir à tous les téléspectateurs, tous ceux qui vous regardent et qui écoutent vos émissions. Et je veux aussi vous remercier de cette démocratie que vous exercez, parce que cela fait... J'étais candidat aux élections régionales en 2015 et depuis ça, je n'ai pas pu m'exprimer sur les médias, autre que lorsque vous m'accordez quelques temps d'antenne. Je veux vous féliciter pour cela. Je veux saluer ma compagne Octavie Lozio, ma fille Julie, qui regarde en ces moments, et tous mes amis qui ce soir vont écouter cette émission et qui tireront quelques leçons de ce que je veux apporter comme idée. Alors, Henri Yoyotte, vous êtes venu sur ce plateau il n'y a pas si longtemps que cela. Vous avez annoncé que vous étiez partant pour aller à ces élections régionales. Vous avez fait un appel à cette population guadeloupéenne en disant... Oui, mais je veux faire un rassemblement, je veux que les Guadeloupéens puissent s'investir dans cette campagne. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que vous jetez l'éponge? Non, il s'est rien passé. Il s'est passé que je suis ici ce soir. C'est tout ce qui s'est passé pour dire aux Guadeloupéens que je ne serai pas présent lors de cette bataille électorale pour les régionales de 2021. Alors, est-ce parce que vous n'avez pas pu rassembler suffisamment de personnes pour partir au combat? Non, c'est pas cela. C'est-à-dire que les Guadeloupéens sont... je veux vexer personne, mais je veux simplement dire qu'en ces moments, les Guadeloupéens sont en plein burn-out. Ils sont dépassés, ils sont préoccupés et pour eux, ils se laissent aller. Et les idées que je développe et que nous avons développées depuis une trentaine d'années ne sont pas des idées qui sont faciles à accepter. Quand nous parlons d'inventaire, d'expertise d'état des lieux, de remise à niveau du Guadeloupéen, ce sont des idées qui n'ont pas été encore bien saisies, quoi. Il y a une difficulté pour certaines personnes à comprendre la nécessité d'arrêter un instant. Vous savez que quand vous êtes dans une difficulté, même quand, par exemple, vous assistez à une compétition de basket, quand 2 équipes s'affrontent ou quand il y a une difficulté, le capitaine d'une des équipes peut demander un temps mort pour vérifier, pour parler, pour discuter. Et moi, ce que je préconise, c'est un temps mort. Et personne ne veut un temps mort parce que tout le monde, on est emballé dans un système, on nous met dans une machine et on est comme dans un rouleau compresseur qui va nous broyer et on ne se rend pas compte de la difficulté. On n'a pas envie d'arrêter parce qu'on croit qu'en s'arrêtant, on va perdre. Mais c'est qu'en se précipitant qu'on va disparaître plus vite. Et ça, les gens n'ont pas encore compris. Alors, le temps que j'avais pour faire véhiculer l'idée de ce mouvement citoyen de salut public était court. Et j'ai préféré ne pas faire de bêtises et laisser reporter tout cela pour une autre fois. Pour une autre fois, c'est-à-dire pour les prochaines élections? Non, pas du tout. Je suis persuadé que la Guadeloupe va connaître des moments très difficiles. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 30 ans, la Guadeloupe n'a pas été organisée pour les Guadeloupéens. Et que ça ne va pas tarder à ce que les gens voient qu'ils sont hors jeu. Et je pourrais prendre plusieurs exemples, mais je ne veux pas créer d'ambiguïté dans la tête des citoyens ce soir. Mais si on observe bien la Guadeloupe, tout le monde dit on roule pour la Guadeloupe, on roule pour les Guadeloupéens. Mais moi, je me déplace, moi. Tous les jours, je fais 2-3 communes. Quand je regarde la façon dont l'économie a été répartie, je peux vous dire, et qu'on ne soit pas gêné d'entendre ce que je vais dire, le Guadeloupéen est hors jeu. Avant, on avait les petits lolos. Les étrangers sont arrivés, ils ont pris les petits lolos. On avait les commerces intermédiaires. Aujourd'hui, c'est les Asiatiques et les Haïtiens qui ont les petits commerces intermédiaires. Et ceux qui sont à la tête, qui ont les grands supermarchés. Et pourtant, c'est là que tout l'argent que l'on gagne, les fonctionnaires et tout cela, toutes ces sommes qui sont
cueillis, c'est là que ces sommes vont. Donc, il n'y a pas un retour à l'investissement, il n'y a pas un fonctionnement qui permet à la Guadeloupe de se renouveler. Donc, à un certain moment, dans peu de temps, et je le dis dans peu de temps, les Guadeloupéens vont se rendre compte qu'ils sont laissés pour compte. Et ce que je crains, et c'est pour cela que je suis venu ce soir, je prie Dieu tous les jours pour que les Guadeloupéens gardent leur sang-froid. Parce que entre les révoltes syndicales, l'attitude irrespectueuse des maires et des conseillers généraux, des conseils régionaux, et le but qu'ils poursuivent, qui n'est pas du tout dans l'intérêt du Guadeloupéen, il va y avoir un affolement à un moment donné. On va se rendre compte que ça ne va pas. Et on risque de partir dans tous les sens. J'ai discuté avec vous tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Je crains qu'avec les réseaux sociaux, tout parte en vrille. Alors ce soir, je suis venu dire aux Guadeloupéens que ça ne va pas servir la cause du Guadeloupéen de partir en vrille. Se battre maintenant... Est-ce qu'on peut se battre contre les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut... Non, mais on peut pas, on n'est pas obligé de se battre contre les réseaux sociaux, mais on peut ne pas se laisser entraîner par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux existent, on ne peut pas les empêcher d'exister, mais on peut se former et se forger une carapace pour se contenir, c'est-à-dire ne pas partir dans la violence. On est dans la violence, on est dans... Avec tous les soucis qu'on a, et quand on va se rendre compte qu'on est hors jeu par rapport à toutes les promesses qui ont été faites, la Guadeloupe c'est en nous, la Guadeloupe c'est Patayo, quand les gens vont se rendre compte vraiment que la Guadeloupe n'appartient plus à eux, ils vont se révolter. Et je veux leur dire, il y aura à ce moment-là, si Dieu me prête vie, je serai là, à leur côté, et si je dois porter ma contribution à ce moment-là, je vais la porter, peut-être que... Mais est-ce qu'il faut attendre d'arriver au bout du bout pour pouvoir justement porter la contribution? C'est souvent comme ça. Est-ce que Henri Yoyote, la Guadeloupe ne doit pas se construire avec chaque Guadeloupéen? Est-ce que c'est... On se dit, oui, on va droit dans le mur, mais bon, quand on y arrivera, on verra comment recoller les morceaux. Il y a très peu de fois où les choses se sont passées dans le calme et dans la réflexion. Et chaque fois qu'un peuple a été averti, et c'est le rôle des penseurs comme moi, d'avertir et de mettre en garde. Mais le plus souvent, nous les penseurs, nous qui avons la parole divine, nous ne sommes pas compris. Vous avez beaucoup de périodes dans ces civilisations successives où les gens sont partis et n'ont rien écouté. Je me souviens en Martinique, il y avait une histoire qui est intéressante, c'est le volcan de Saint-Pierre. On disait à ces gens de Saint-Pierre, le volcan va exploser. Mais ils étaient préoccupés par la politique politicienne, par le mode de vie. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait se protéger. Eh bien, la bêtise humaine, il y a eu 40 000 personnes mortes. Noé a parlé pendant 160 ans et il y a eu le déluge. Les peuples, souvent, n'écoutent pas. N'écoutent pas. Et moi, je dis, peut-être qu'au dernier moment, les Guadeloupéens vont comprendre qu'il faut reprendre le cours normal de la vie et ne pas se laisser entraîner dans les formes d'illusion. Je prends par exemple dans cette campagne électorale. Les hommes politiques ont agi malement, ils ont fait beaucoup de bêtises. Mais ça ne peut pas pousser les Guadeloupéens à aller opter pour des mouvements indépendantistes. Alors aujourd'hui, sur cette élection régionale, on a vu qu'il y a déjà 11 listes positionnées. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle fraîcheur pour la démocratie? Non, en 2015, il y avait autant. Hein. Il y avait autant de listes. On a de nouveaux visages. Mais c'est bien. Ce qu'il ne faut pas, c'est changer pour changer. Uniquement faire la chaise musicale ou alors aller dans les extrêmes. Aujourd'hui, c'est vrai que les hommes politiques ont échoué. Ils ont encore le temps de se redresser. Ils ont le temps de comprendre qu'ils ont fait des bêtises, qu'ils ont en charge un peuple. Et c'est pas pour autant que l'on doit carrément partir dans les extrêmes et dire que puisque c'est comme ça, on veut plus de la France, c'est la faute à la France et on veut s'en aller. Je veux dire que calcul fait avant compter. Et je mets en garde les Guadeloupéens contre ce qui peut être alléchant pour eux, mais qui peut être destructeur pour leur avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut absolument laisser la place aux jeunes
permettre que les jeunes puissent justement se faire une place. J'entends, je vois sur les réseaux sociaux, on insulte Mme Borel-Incertain, on insulte tous ces gens-là qui ont un certain âge. Moi, je ne suis pas à ce rythme-là. Si Mme Borel-Incertain sent qu'elle est capable de donner un peu de son temps encore pour la Guadeloupe, si elle pense que, sincèrement, elle mettra à ses côtés des jeunes pour arriver à créer un corpus solide, moi, je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas la mépriser. C'est comme ça. Mais qu'il y ait des jeunes à côté d'elle... Vous auriez pu vous retrouver aux côtés de Mme Borel? Bien sûr, moi, Mme Borel... Sur ces élections régionales? Bien sûr. Vous auriez pu aussi vous retrouver aux côtés d'Harry Chalus? Bien sûr, je pourrais pu me trouver partout. Mais moi, je ne suis pas quémandeur. Je ne suis pas à la recherche. Si des gens qui ont géré la Guadeloupe m'avaient appelé et m'avaient dit, voilà, nous voulons avoir le programme que vous aviez développé, et si nous pouvions trouver un terrain d'entente, et qu'est-ce que vous nous reprochez, qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça me convenait, je serais allé. C'est pas ça. Moi, je ne suis pas dans la critique. Vous n'avez rien avec les hommes? Non, non. Par exemple, ce que je reproche au président actuel de la région Guadeloupe, c'est quelque chose de simple. Je l'ai entendu dire que le combat le plus important qu'il a mené, c'est notre intégration dans l'OECO. J'ai trouvé que c'est une bêtise. C'est pas un combat glorieux. Nous appartenons à un grand ensemble qui est l'Europe. Les Caribéens, en 2011 et en 2011, oui, ils ont renforcé leur système de rassemblement caribéen. Ce sont des États qui se sont rassemblés pour s'organiser économiquement, avec leur monnaie, avec leurs principes, leurs chartes et tout. Et avec un élément important dans leur charte, la libre circulation des biens et des personnes de tous les pays qui sont dans ce groupe-là. Je trouve qu'avant de s'intégrer comme ça et de dire que c'est une gloire, il aurait pu réfléchir. Et puis, on ne cherche pas à intégrer un département dans un cercle caribéen comme cela, avec autant de difficultés, sans interroger ceux qui seront concernés. Parce que si nous, qui allons subir l'intégration, et comme je l'ai entendu dire, puisqu'il sait très bien qu'il ne peut pas être intégré... Pourquoi est-ce que nous subirons l'intégration? Oui, puisque nous ne nous y intéressons pas, et ce sont eux qui prennent unilatéralement la décision de nous intégrer. Ils sont en train de payer 300 000 € par an pour aller prendre l'argent de l'Europe et développer les pays de la Caraïbe. Moi, je trouve que c'est absurde, puisque nous, on est avec un grand pays, la France, qui est la troisième... Alors, ce sont nos voisins, est-ce qu'il ne faut pas aider ces voisins? Je n'ai rien contre la coopération. On peut coopérer avec tout le monde. Mais on ne peut pas s'intégrer. On ne peut pas s'intégrer dans un système qui n'est pas conforme au nôtre et qui ne porte pas d'intérêt pour nous. C'est ça la différence. Ils jouent sous les mots. Il y a une différence, et c'est là qu'on n'a pas instruit le Guadeloupéen suffisamment dans le développement géopolitique, les tractations de rapports entre les peuples et tout ça, et la valeur des mots. Intégration, ça a un sens. Coopération, ça a un sens. Si vous vous intégrez dans un système, c'est que vous êtes fondu dans le groupe. Vous devenez adhérent du groupe. Vous suivez la charte du groupe. Et ça, c'est pas bien pour nous. Et on aurait dû nous expliquer, nous interroger, faire un référendum. Alors aujourd'hui, comment voyez-vous ces élections, Henri Yoyote? Vous avez dit que bon, vous vous retirez de la partie. Comment voyez-vous les choses? Je trouve que c'est une œuvre démocratique. Ça doit se passer calmement. Alors avec ce problème Covid, c'est sûr que oui, mais peu ça importe, ne pourra pas se passer comme à l'accoutumée. Peu importe, on utilisera les moyens qu'il faut ils utiliseront les moyens qu'il faut pour interroger le peuple, pour lui parler, mais ça devrait se passer calmement, sans invective, sans méchanceté. On devrait chacun défendre son programme. Eux, ils ont des programmes, ils le défendent. Le peuple, il va voter ou il ne va pas voter. Il s'abstient, on ne s'abstient pas. Mais on ne va pas se chamailler, alors, se battre. Comment c'est parti, est-ce que ce sera sans invective? Est-ce que vous y croyez? Non, ce qu'il faudrait, c'est faire un effort pour que ça se calme un peu.
Parce que plus on va faire monter la mayonnaise sous les invectives et tout, ça arrivera à la violence. Les mots ont un sens, hein, et les mots ont des effets. La parole. Vaut mieux parler peu et se taire souvent et protéger la tranquillité du Guadeloupéen. Parce qu'à force de s'énerver, comme ça se passe à Gosier, un jour ou l'autre, il y aura une faille, et l'un va blesser l'autre et ça ne s'arrêtera pas. On a déjà assez de difficultés, on a des combats à mener contre la drogue, contre l'immigration clandestine, contre l'argent sale, contre la corruption. On a beaucoup de combats à mener et on se perd dans des invectives, dans des paroles inutiles, et ça, c'est pas dans l'intérêt du Guadeloupéen. C'est ça. Moi, je trouve qu'on perd beaucoup de temps dans les pécadilles, dans les bêtises, et même, vous voyez, je ne sais pas si ça va plaire à certains, mais en début de campagne électorale comme ça, faire jaillir des affaires judiciaires pêle-mêle comme ça, moi, ça me dérange. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Ces affaires-là ne sont pas sorties aujourd'hui, on les connaît. Moi, je pense que c'est malsain qu'il y ait autant d'affaires judiciaires, autant de discussions comme ça, l'une contre l'autre. Et on aurait dû marquer un temps, le temps démocratique, laisser les Guadeloupéens voter. Et s'il y a des affaires judiciaires, on les fait. Et si quelqu'un doit être condamné, il va être condamné. Mais mêler tout ça dans la presse et tout ça. Et puis le travail de la presse aussi, qui vend son produit, qui a besoin d'alimenter quelque chose, c'est pas bien. C'est pas bien, tout ça. On est en train de perdre les Guadeloupéens. Moi, je suis persuadé qu'on va avoir des moments difficiles si on se calme pas, si on ne fait pas un inventaire, une expertise. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires dans ma vie. Et j'ai vu les Guadeloupéens qui ont souffert pendant ces 15 dernières années avec l'injustice, la profitation, du mensonge. J'ai vécu la malpropreté du maire de Sainte-Anne, M. Lubette. J'ai vécu toutes les trahisons des protos et même M. Lurel. Mais moi, j'ai tenu. Mais combien de Guadeloupéens depuis 10 ans, sont à terre et on ne les a pas relevés? On donne de l'argent à tout le monde, tous ceux qui viennent, tous les nouveaux, on dépense des millions pour des films, on fait la bombance, mais il y a des centaines et des centaines de Guadeloupéens qui ont subi l'injustice des 15 dernières années et on ne les a jamais relevés. C'est ce que nous avions appelé à l'époque une remise à niveau, de manière à ce qu'on parte ensemble pour une trajectoire. Mais s'il y a un petit lot... Ou quelle trajectoire? La trajectoire de la vie, c'est pour la trajectoire de la vie, puisque nous, on ne vit qu'un moment. Nous, on ne vit qu'un moment, c'est ça que les politiciens doivent comprendre. Quand, par exemple, ils nous disent qu'on aura l'eau en 2040, on aura le bonheur en 2040, mais et tous ceux qui ont besoin pendant 20 ans de vivre, ils vont attendre 2040? Ceux qui n'ont pas d'argent pour manger, ils vont attendre 2040, que le système redémarre? On aurait dû normalement faire un inventaire de la situation réelle, une expertise, mettre les gens à un niveau de vie convenable, et puis s'attaquer à des problèmes importants. Par exemple, je prends le cas des routes et des voitures. Il faut un jour qu'on dise la vérité aux Guadeloupéens. Et ça, je trouve que les politiciens sont des lâches. On laisse acheter des centaines et des centaines de voitures, on fait des centaines et des centaines de routes, et on n'a pas de quoi manger. Hein? On va nous faire circuler avec des voitures, et on aura pris toutes les terres agricoles pour faire circuler des voitures, pour que des vendeurs puissent avoir de l'argent. Et en même temps, nous, on sera comme Saint-Grain avec l'alimentation. Alors, il y a des choses comme ça qu'il faut prendre à bras-le-corps. Par exemple, on ne peut pas développer un pays sans sécurité. On aura beau faire des routes, des gros bâtiments, des grandes... Alors, si on n'assure pas la sécurité du pays, par exemple, depuis 3 mandatures, lorsque nous étions là, nous avons dit qu'il faut des radars, des gardes-côtes et pour surveiller la Guadeloupe pour qu'il n'y ait pas un problème démographique. C'est très important, la démographie. C'est une loi qui permet de comprendre le fonctionnement d'un espace géographique et des êtres humains qui composent ce territoire. Mais cela n'a jamais été étudié. Mais là, vous parlez des fondamentaux, vous parlez des choses... Il faut prendre le temps pour en parler. Essentielles, mais est-ce que il ne faut peut-être pas sensibiliser le Guadeloupéen sur ce qu'il est lui-même et le fonctionnement
des Guadeloupéens entre eux. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par là? Il y a un maire qui était juste à votre place et qui disait ici même, oui, j'ai l'impression qu'il y a une montée de la haine. Les gens se liguent les uns contre les autres et je sens qu'il y a de la haine. Et il le disait, il le répétait. Les gens qui disent ça, ils disent ça simplement. Est-ce qu'il faut justement que le Guadeloupéen se remette en question? Est-ce qu'il faut satisfaire ses besoins immédiats pour qu'il puisse se sentir bien dans cette société? Par quel bout commencer? Tous les gens qui parlent du vivre ensemble font allusion à cette montée de xénophobie, de violence par rapport à l'étranger. Alors là, on ne parlait pas de l'étranger. Non, non, c'est ça qu'ils parlent de ça. Parce qu'entre nous, Guadeloupéens, les choses peuvent être faciles. Mais si vous avez mélangé des peuples, des civilisations contraires, et avec des intérêts divergents, il va y avoir conflit. Et conflit à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous étions entre nous-mêmes et que nous avions à régler notre problème, il serait réglé facilement. Mais il s'est ajouté beaucoup d'autres problèmes sous lesquels on ne porte pas attention. Je vous ai parlé de la démographie, le vivre ensemble, la promiscuité, le dérèglement des lois. Comment peut-on assister aujourd'hui, vraiment, peut-on dire à un Guadeloupéen qu'il va vivre bien, qu'il faut s'aimer, tout cela, quand il est obligé de se battre avec son propre frère, sa propre soeur pour manger, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Un pays, c'est 1600 km². C'est comment? Alors, pour que les gens puissent vivre ensemble, on accepte que dans une société, on est obligé de faire payer des étrangers des loyers pour pouvoir habiter, parce qu'on veut vivre avec la Caraïbe, tout ça. Mais ça crée des conflits énormes. Parce que comment voulez-vous que les gens s'entendent quand ils n'ont pas, ils vivent dans la promiscuité, ils sont dans le désordre? Moi, je voudrais que l'on s'arrête un instant pour faire une analyse réelle de la Guadeloupe. C'est cela que j'ai parlé. Inventaire, expertise, état des lieux et analyse démographique. Pour savoir, est-ce que sur ce territoire de 1600 km², on peut se permettre de laisser libre cours à tout et à n'importe quoi? Un danger grave qui est la drogue. Personne ne s'en inquiète. Mais on est malade avec ça. On est détruit avec ça. Il y a des trafics énormes dans le pays. Mais ça rend malade les enfants. Mais si personne ne s'en occupe, si on dit que c'est le domaine de l'État et qu'on continue à faire des routes et des ponts avec les gars d'Arcan et les consorts, à faire de l'argent passer par là, est-ce que vous croyez que ça va se terminer bien? Moi, je dis qu'il faut s'arrêter un instant. Et c'est pour cela que comme si j'allais aux élections et que c'était pour prendre une voix, 2 voix, 1%, 2%, ça ne m'intéressait pas. Donc, ce que je voudrais, c'est dire aux Guadeloupéens, nous allons être en face de difficultés énormes parce que ce sont les mêmes qui vont recommencer leurs mêmes bêtises. Le pays va être totalement désorganisé. Le Guadeloupéen va sentir qu'il est dépassé par les événements, qu'il est laissé pour compte. Les étrangers vont commencer à faire la loi, la pluie et le beau temps. Ils vont s'énerver. Je leur dis, calmez-vous. Quand vous serez vraiment en difficulté, si vous avez envie d'un mouvement, de personnes capables de vous apporter un concours pour créer une force pour que le pays redémarre normalement, ils me trouveront là. Alors Cédric Cornet disait hier soir sur ce plateau que les jeunes doivent prendre les choses en main. Il a cité quelques maires tels Jean-Philippe Courtois et Loïc Tonton qui étaient déjà maires de communes, et il disait qu'il fallait que les jeunes s'investissent encore plus en politique pour que les choses puissent changer. Alors, est-ce qu'il faut essayer cela? C'est pas quand on mettra que des jeunes au pouvoir que ça va marcher. La vie n'est pas faite que de jeunes. La vie est faite de personnes âgées, de personnes moins âgées, de jeunes et tout ça. Et c'est bien parce que ce travail-là n'a pas été fait qu'aujourd'hui les jeunes se sont sentis un petit peu isolés. Il n'y a plus de lien intergénérationnel. Ils veulent prendre le pouvoir. Mais si c'est pour prendre le pouvoir, pour gérer de la même manière, mais pour que ce soit un jeune qui gère ce qui est en cours, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est pas une question de jeunes. Il faut des hommes et des femmes à la hauteur. Ils peuvent être âgés. Dans beaucoup de pays qui sont dirigés, aujourd'hui, l'Amérique est dirigée par quelqu'un qui a déjà plus de 80 ans. Ça ne gêne rien les choses. C'est pas ça le problème d'être vieux ou jeune. Le problème, c'est l'optique, l'option. Qu'est-ce qu'on choisit comme manière de faire?
Si ces gens-là veulent simplement prendre la place des personnes âgées pour continuer à faire ce qui se fait dans le pays et pour continuer à enfoncer le pays, ça n'a pas de sens. Moi, je suis pour qu'il y ait un mixte. Les personnes âgées, les jeunes, mais pas qu'on fasse ça comme... c'est comme quand on dit il faut que les femmes soient au pouvoir. Non, il faut qu'il y ait des femmes au pouvoir, mais il ne faut pas que les femmes prennent le pouvoir. Il faut que tout le monde soit au pouvoir et que l'on ait quelque chose de beau, de magnifique. Hommes, femmes, âgés, moins âgés. Qu'est-ce qui dérangerait si les femmes prenaient le pouvoir? Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y aura des frustrations, mais ça va créer des frustrations. Chez l'homme? Chez tout le monde, ça crée un climat qui est malsain, puisque la vie n'est pas faite que de femmes. Et puis, il n'y a rien à dire que c'est les femmes qui doivent diriger. Les femmes doivent être là, les hommes doivent être là. Ça doit être un ensemble de personnes qui fassent un travail d'équipe et qui mènent la Guadeloupe dans le bon sens. Pour l'instant, la Guadeloupe va dans le mauvais sens. Et je voudrais simplement le dire aux Guadeloupéens, que les temps vont être difficiles. Je vais... écrire. Oui, puisque nous sommes arrivés au terme J'avais de cette écrit, émission. mais je vous remercie du temps que vous me donnez, Yvelise. Je voudrais vous dire, j'ai écrit en 1993 cette lettre. Et c'est cette lettre qui est la référence de ce monde d'aujourd'hui. Quand je disais à quelqu'un, vous avez la Bible comme livre de chevet, mais accompagnez-vous avec ce second livre, qui est le non-dit, comme petit livre de chevet à côté de la Bible. C'était pas prétentieux, parce que je dis, riez, riez. Mais attention, au temps des rires, souvent succèdent les pleurs. Guadeloupe, je sens venir des heures graves. Guadeloupe, ma petite île d'à peine 1800 km². Saint-Martin n'était pas encore parti. On veut te doter d'une envergure internationale sans vraiment s'inquiéter de ton potentiel réel. Guadeloupe, tes fils se moquent de la moralité. L'homme ne respecte plus l'homme. Chacun espère faire son chemin dans un individualisme à nul autre pareil. Chacun veut pousser l'autre au chaos bien avant la limite, au mépris de la plus élémentaire équité. Chacun écrase chacun. Guadeloupe, tu perds tes valeurs et le drame est sûr. Les signes avant-coureurs sont là. À court terme, des troubles sociaux. À long terme, notre disparition comme jadis disparu nos prédécesseurs. Guadeloupe, il te faut retrouver la vérité. Il faut un sursaut de spiritualité. Sinon, le drame est sûr. Si je dis que j'ai peur, ils diront que je suis un lâche. Si je dis qu'il faut faire autrement, beaucoup me combattront pour préserver leurs acquis. C'est ce qui s'est passé pendant les 25 dernières années. Alors, ma Guadeloupe, tu risques de casser. Je te souhaite un miracle. Et c'est ce miracle que j'espère. Et quand ce miracle, si les Guadeloupéens le veulent, nous l'opérerons ensemble. Bon courage, je l'ai écrit le 23 septembre 1993. Et j'invite les Guadeloupéens à retrouver ce petit document. Et je vais vous en laisser un, Yvelise. Mais gardez-le précieusement. Car ça, dans les 5 prochaines années, vous verrez s'accomplir la disparition du Guadeloupéen. Pas parce qu'il va sortir de la Guadeloupe, mais parce qu'il sera mis KO debout. Et parce que d'autres auront pris leur place et ils ne s'en apercevront même pas. Donc je veux dire aux Guadeloupéens, cette élection qui va se passer ici, ne choisissez pas les extrêmes. L'indépendance, l'autonomie, tout ça, ça n'a pas de sens. Nous allons désorganiser le pays et nous ne pourrons pas nous retrouver. C'est vrai que les hommes aujourd'hui qui gèrent le pays font mal, mais moi, ma prière, c'est qu'ils puissent, s'ils ont choisi, qu'ils se redressent pour remettre le pays sous les bons rails. Merci. Et si un jour ils veulent des conseils, je leur en donnerai. Merci, Henri. C'est moi qui vous remercie, Yvelise. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous nous retrouvons juste après une courte pause avec un deuxième invité. Monsieur Loïc Martol sera sur ce plateau pour nous parler de la ville de Pointe-à-Pitre et puis certainement de ses ambitions au niveau politique. À tout de suite. Voilà, donc nous nous retrouvons avec notre deuxième invité, Loïc Martol, qui nous vient de la ville de Pointe-à-Pitre. Il est un opposant depuis quelques années maintenant, opposant à la municipalité en place. Loïc Martol, merci d'être sur ce plateau. Bonsoir Yvelise, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Loïc Martol, donc bientôt les élections régionales et départementales. On va en parler avant d'arriver sur la ville de Pointe-à-Pitre. Alors une élection, on va dire, un petit peu particulière, vu le contexte virus Covid. Mais vous vous êtes quand même positionné sur cette élection. Alors vous savez, vous avez raison dans un premier temps de rappeler que c'est une élection qui sera particulière. Nous avons une situation sanitaire
qui est difficile, qui n'est pas encore réglée. Nous avons une situation qui est, en ce moment, j'ai envie de dire, anxiogène par rapport à tout ce qui se passe. Pour autant, la démocratie doit effectivement avoir lieu. Ces élections ont été positionnées au mois de juin. Vous savez, je ne suis pas venu en politique pour ni une élection, ni pour des mandats. Je suis avant tout un militant associatif. Je suis retourné en Guadeloupe, je vivais dans l'Hexagone il y a 10 ans. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je peux faire finalement pour aider, pour servir mon pays? Je suis issu d'une famille où il y a beaucoup de personnes qui sont dans le tissu associatif. Mon père, ça fait 55 ans qu'il est dans l'associatif. Ma mère est présidente d'association de seniors. Mon frère, j'ai un de mes frères qui est aussi dans une association humanitaire. Donc j'ai envie de dire, on a tout. Moi-même, j'étais étudiant à l'université de Fouilleul à l'époque et je faisais beaucoup de choses au niveau associatif. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais voilà, comment on peut faire finalement, comment on peut s'engager, comment on peut aider, comment on peut servir son pays. Et c'est dans cette dynamique-là que je me suis installé depuis plus de 2 ans. Puisqu'avant tout, moi je prône une politique par la compétence. Moi je me suis intéressé dans tous les dossiers de la ville de Pointe-à-Pitre, tous les dossiers qui étaient à Cap Excellence aussi. On a vu que Pointe-à-Pitre avait un déficit de 80 millions d'euros et j'ai rassemblé des personnes qui avaient des profils, des compétences, des architectes, des avocats, des personnes dans le milieu de la culture, du sport, et leur dire voilà, mais comment notre génération aujourd'hui, on peut s'engager, comment on peut aussi être dans une dynamique de travail avec des seniors. Et mais oui, justement, je serai... Martol, est-ce que ce n'est pas au sein des associations qu'on peut le mieux servir cette population? Tout à fait, mais vous savez, je vais vous dire aussi, Madame Boissé, en toute transparence, le bénévolat aujourd'hui se perd. Et on a beaucoup de repères justement dans notre société aujourd'hui qui se perdent. C'est très difficile pour les gens de s'investir, de s'engager dans le milieu associatif aujourd'hui. On est dans une société qui est de plus en plus individualiste, élitiste aussi par moments. Mais est-ce que les associations n'ont pas servi de tremplin aux hommes politiques? C'est surtout ça. Non, je ne dirais pas ça parce que je pense qu'il y a plusieurs façons d'agir dans la société aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent rester dans le tissu associatif et qui le font très bien. Et d'ailleurs, je profite de votre antenne pour les saluer. Mais à un moment donné, on se dit, mais voilà, on a envie de participer, de changer les choses. Vous savez, quand je suis rentré en politique, et je ne l'avais jamais dit lors de ces élections municipales à Pointe-à-Pitre, au deuxième tour, aussi bien, M. Bangou m'a proposé d'être premier maire adjoint et d'être communautaire, j'ai refusé. M. Durimel m'a proposé d'être maire adjoint et d'être communautaire, j'ai refusé. J'ai refusé parce qu'à aucun moment, on m'a parlé de projet, on m'a parlé de poste et de place. Je ne suis pas là pour ça. Je crois que notre génération a son mot à dire, notre génération doit s'engager. Et c'est tout le sens de cet engagement que j'ai aujourd'hui. Alors oui, j'ai envie d'aller plus loin parce que j'ai autour de moi des hommes et des femmes compétents qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie de proposer une autre Guadeloupe, une autre vision et qui ont envie de participer aussi à cet élan des 10 prochaines années sur la Guadeloupe que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons pour ce pays Guadeloupe, justement? Alors, comment vous positionnez-vous pour ces élections régionales et départementales? Aujourd'hui, clairement, nous avons eu de longs échanges avec différentes personnes, vous n'avez rien caché, et c'est vrai que j'ai eu une discussion très intéressante avec Madame Borel-Lincertin, une femme d'expérience, une femme qui vient du monde de la société civile, puisqu'elle était proviseure, qui a une expérience, elle est présidente du conseil départemental, elle a occupé la fonction de présidente du conseil régional aussi un certain temps, et elle a vraiment envie de transmettre. Et je crois que c'est ça qu'on doit retenir. Nous devons à la fois, je vois passer sur les réseaux des gens qui disent oui, mais elle a un certain âge. C'est vrai, mais avant tout, c'est quelqu'un qui a envie de transmettre, c'est quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de faire évoluer la jeunesse, et je pense que ça va se concrétiser, se matérialiser. Alors, le maire Dugosier nous disait hier soir, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas été dernière sur la liste des départementales en mettant en pole position un jeune pour porter la liste, pour lui donner un élan, pour lui donner un nouveau souffle? Alors, j'ai entendu aussi le maire Dugosier dire qu'elle a un certain âge. Moi, je dis surtout que je respecte les seniors. Je respecte les personnes qui, justement, à la retraite, veulent encore participer, veulent encore donner de ça de leur personne, veulent investir en cette nouvelle génération qui arrive. Et je suis très content. Moi-même, j'encourage tous les jeunes que je rencontre à s'investir beaucoup plus au niveau de la politique parce que ce qui va se passer dans les 10-15 prochaines années en Guadeloupe
C'est notre génération qui devons être aux responsabilités. Moi, j'ai des enfants, j'ai 2 enfants. Et j'ai toujours dit, mais si je m'engage, c'est parce que je veux que non seulement que mes enfants connaissent un avenir meilleur en Guadeloupe, mais que tous les enfants du pays Guadeloupe puissent connaître un avenir meilleur, ni plus ni moins. Après, vous savez, moi, je respecte tout le monde, je respecte les avis de tout le monde. J'ai déjà eu de belles discussions avec Madame Borel, qui a toutes les capacités qu'il faut pour pouvoir mener ce pays, et nous lui faisons confiance là-dessus. Donc, vous êtes avec elle pour qu'elle puisse vous préparer pour l'avenir. Je dis surtout qu'elle est là autour d'elle une équipe de personnes intéressantes. Une équipe de personnes il y a des jeunes, il y a des gens d'expérience. On a de beaux échanges, de belles discussions. Et ça se verra, je pense, dans les prochaines semaines sur l'aspect de la programmatique, le programme, quel projet qu'on veut faire pour la Guadeloupe. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est très difficile. Vous parliez tout à l'heure de la crise sanitaire. C'est très difficile de pouvoir se rencontrer aujourd'hui, d'échanger. Moi, je discute avec beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont des idées aussi pour la Guadeloupe, qui finalement veulent faire des choses et qui se disent, mais ce serait bien qu'on puisse aussi discuter avec des gens de notre génération parce qu'on se comprend peut-être plus facilement. Donc, on est dans un mélange intergénérationnel aujourd'hui en Guadeloupe. Il faut comprendre qu'il y a une expérience, il y a une expertise. Et aujourd'hui, il y a aussi ce renouveau, cette fraîcheur, il y a aussi ce monde qui est en mouvement. Vous savez, j'étais dans le milieu associatif où depuis 5 ans, 6 ans, quand j'ai rencontré des seniors qui avaient des difficultés en informatique, on a mis en place des choses pour ces personnes. On n'a pas attendu le Covid pour le faire. Parce qu'on voit bien qu'on parle beaucoup de repères dans notre société, mais il faut aussi être en capacité de se dire, nos seniors, on a encore besoin d'eux. Ils doivent être dans cette transmission avec nous et nous devons continuer à confronter nos idées dans ce monde qui bouge. Alors, il y a 11 listes ou 11 têtes de liste qui se sont déjà positionnées. Il y a un nouveau... pas si nouveau que ça, mais un nouvel élan, un nouveau mouvement qui se positionne, c'est l'ANG. Est-ce que vous auriez pu vous retrouver avec ces personnes? Alors vous savez, je pense que... Qui se disent jeunes et avec un nouvel élan. Oui, mais j'ai des amis qui sont à ANG, avec qui j'échange aussi régulièrement. La Guadeloupe a besoin de tous ses enfants, quelle que soit leur position, quel que soit leur parti, quelles que soient leurs intentions. Donc vous auriez pu vous retrouver avec Harry Chalus, par exemple. Je dis simplement que la Guadeloupe a besoin aujourd'hui d'apaisement. La Guadeloupe a besoin de se retrouver. La Guadeloupe a besoin que tout le monde puisse effectivement apporter sa pierre à l'édifice. Maintenant, on est dans une élection qui va être l'expression de la démocratie. Chacun viendra apporter son projet, son programme, ses idées. Moi, ce que je retiens simplement, c'est est-ce que finalement, la Guadeloupe doit évoluer vers plus d'autonomie, plus de compétences? Moi, je dirais que oui. Est-ce que c'est l'urgence? Je ne le crois pas. Aujourd'hui, nous devons effectivement écouter tout le monde, discuter avec tout le monde, mais je crois que la première priorité au lendemain de ces élections régionales, ce sera vraiment d'axer un maximum sur l'économie, sur l'éducation, sur la famille. Après, le débat de l'autonomie, c'est un débat qu'on connaît depuis des années. Pour répondre à votre question, personne n'a le monopole de l'autonomie, personne n'a le monopole de dire je suis plus guadeloupéen qu'un autre parce qu'il a des convictions différentes. Donc moi, j'écoute tout le monde, voilà, j'ai pas de problème avec eux. Vous êtes à l'aise avec mais je suis à l'aise avec tout le monde parce que moi j'ai mes convictions. J'ai mes convictions. Je ne crois pas que la Guadeloupe aujourd'hui ait besoin d'indépendance tout de suite. Je ne crois pas que la Guadeloupe ait besoin tout de suite, au mois de juillet, de dire allons vers une autonomie. Je dis simplement, d'ailleurs la présidente en a parlé quand elle parle d'article 971, je dis simplement aujourd'hui qu'il y a des urgences en Guadeloupe. L'urgence, elle est dans l'économie. L'urgence, elle est aujourd'hui de se dire comment on fait redémarrer la machine pays Guadeloupe. Alors vous dites quelque part qu'Harry Chalus a failli? Écoutez, dans le slogan « Changer d'avenir », quand j'entends un peu autour de moi, il y a peu de personnes peut-être qui ont changé d'avenir. Je crois plutôt qu'on me dit plutôt on a choisi d'avancer. Et c'est notre slogan, en tout cas au niveau de mon équipe, c'est qu'on a toujours dit qu'effectivement, on peut ne pas être d'accord avec les personnes, mais on n'attaque pas les personnes. En tout cas, moi, Loïc Martol, je n'attaque pas les personnes. Moi, je suis pour une Guadeloupe qui avance, une Guadeloupe qui progresse, une Guadeloupe de projet, une Guadeloupe dynamique, une Guadeloupe compétente et performante. Et puis, pour répondre parfaitement à votre question, ce que je vois dans votre regard un peu d'interrogation, vous savez, en Guadeloupe, on a 135 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a 135 000 personnes qui n'ont pas plus de 1 000 euros par mois pour vivre. On a nos jeunes qui ont du mal à revenir en Guadeloupe. On a aujourd'hui une population qui est vieillissante.
Ça veut dire qu'on a des défis qui sont face à nous. De se dire, mais ces comment... défis ne sont pas juste actuels, ils existaient déjà bien avant. Mais quand je vois aujourd'hui que la majorité de la région, à 3 mois des élections, lance des chantiers, lance des travaux, je veux dire, ils avaient 6 ans pour le faire. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit se dire? C'est comment, finalement, on propose, quel projet qu'on va proposer aux Guadeloupéens. Et ça, quelle que soit l'équipe, quels que soient les partis, c'est ce sur quoi les Guadeloupéens doivent juger. Aujourd'hui, clairement, nous avons une Guadeloupe qui va mal, nous avons une Guadeloupe qui est anxiogène, nous avons tous autour de nous des personnes qui perdent leur travail, des personnes dans la culture, dans le sport, dans le monde de l'entreprise qui sont en très grande difficulté. C'est ces réponses-là qu'on doit leur donner. Ce n'est pas des réponses pour leur dire je mettrai 500 millions, 600 millions par... C'est l'économie réelle qui intéresse aujourd'hui les Guadeloupéens et j'espère effectivement que des solutions, quelle que soit aujourd'hui la situation partisane, j'espère que des solutions doivent être trouvées régulièrement et rapidement pour toutes ces personnes. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, alors tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les affaires qui tombent, que pensez-vous de cela? Est-ce que justement il y a de la place pour véhiculer des idées? Est-ce qu'il y a de la place pour faire passer un message? Qu'en pensez-vous? Alors, vous savez, c'est très difficile aujourd'hui de faire passer des messages. Quand vous voyez, vous parlez des réseaux sociaux, les groupes WhatsApp. Moi, je suis sur plusieurs groupes WhatsApp pour une journée. Vous voyez 800, 900, 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre population aussi a besoin de s'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ne peut plus se rencontrer. Vous avez parlé de ça. On va faire une campagne qui sera axée sur plus les réseaux sociaux peut-être que le terrain. Pourtant, moi, je dis toujours que le terrain, il n'y a que ça de vrai. Parce que rencontrer les gens, discuter avec eux, prendre le temps, prendre le moment de l'échange, c'est plus important, je pense, que les réseaux sociaux. Maintenant, on est dans un climat globalement, vous parlez d'affaires politico, etc. On est dans un climat qui est anxiogène. Mais j'ai envie de vous dire, il faut laisser la justice faire son travail. Moi, je ne suis pas là pour critiquer les personnes. Je dis qu'il y a une justice. Elle doit faire son travail, qu'elle le fasse. Et en tout cas, ces élections-là ne doivent pas être autre axées que sur des projets, que tout ce qu'on voit actuellement. Maintenant, parlons de Pointe-à-Pitre. Alors, est-ce que aujourd'hui, vu ce qui se passe à Pointe-à-Pitre, vous êtes prêt à enterrer la hache de guerre et à faire avec le maire Harry Durimel? Mais je ne suis en guerre avec personne, Madame Boissy. Ma seule priorité, ce sont les citoyens pointois. Je n'ai jamais été en guerre avec qui que ce soit. J'ai toujours dit que je suis dans une opposition constructive. Je l'ai démontré à plusieurs reprises. Quand on a abordé les questions du stationnement, quand on a imposé aux citoyens l'augmentation des tarifs sans une validation au niveau du conseil municipal, j'ai dénoncé ça. Quand on a parlé d'insalubrité, j'ai proposé au maire, j'attends toujours sa réponse, j'ai proposé au maire, effectivement, notre aide au niveau de notre équipe, sous nos propres moyens, avec des bennes que nous mettrions à disposition, avec un système de notification qu'on pourrait envoyer aux commerçants par sur leur smartphone pour leur dire on va mettre la benne, on va récupérer la benne pour ne pas laisser justement les choses traîner. On m'a jamais répondu. Donc, si vous voulez, j'ai vu ce qu'il a dit ici sur votre plateau, qu'il n'a pas reçu mes courriers, mais sauf que j'ai envoyé des emails, et les emails, il les a bien reçus, même son premier maire adjoint, M. Angélique, les a bien reçus. Je n'ai eu aucune réponse. Mais c'est pas grave. Parce que vous savez, on peut m'attaquer, ça ne me dérange pas. Parce que je sais qu'au fond de moi, ce que je fais, c'est pour nos concitoyens. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu cette opération de nettoyage, j'ai rassemblé mon équipe. Parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec une équipe. J'ai rassemblé mon équipe. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez y aller? J'ai dit, moi, j'ai mon point de vue. Mais est-ce que vous voulez y aller? Est-ce que vous ne voulez pas aller? C'est ça aussi la démocratie intelligente. Et j'ai dit, moi, j'irai. Parce que nos concitoyens ont besoin, effectivement, de notre présence sur le terrain. Maintenant, la vraie question, c'est comment on règle cette question des déchets à Pointe-à-Pitre. Et là, c'est une autre paire de manches. Il faut faire... Quand le maire a fait appel à la population... Mais il a fait surtout appel. Il a fait appel. Ça a fonctionné ce jour-là. Il a fait appel à la population. Honnêtement, j'ai pas vu toute la communication qu'il y a eu autour de cet événement, parce que c'était plus un événement marketing et communication qu'un réel événement pour nettoyer la ville. Mais c'est pas grave. Donc il a fait un événement là-dessus. J'ai pas vu toute la masse qui était attendue pour nettoyer la ville, parce que
les points 370, mais c'est une opération communication. On a vu tous les moyens qui ont été mis à disposition par la région pour cette opération. J'ai envie de dire, OK, au moins la ville a été propre une journée. Mais après, qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est cet aspect programmatique qu'il faut qu'on nous propose. Voilà. Qui salit la ville? C'est plus complexe que ça. Je pense qu'il y a un manque de civisme. Et puis, il y a vraiment aussi la question du ramassage des déchets. Quand vous avez des déchets à Pointe-à-Pitre, il faut les ramasser rapidement. Il faut aussi discuter avec les résidents et les commerçants pour cette gestion des déchets. Moi, je vous dis, quand j'ai appelé à Cap Excellence et au CIVAD, quand on a voulu mettre en place l'opération, ça a été validé par Cap Excellence et par le CIVAD. La seule personne qui ne m'a pas répondu, c'était le maire. Il a fait son opération après. Je ne peux pas le lui reprocher. Donc, mais derrière, il y a une éducation à faire, il y a un manque de civisme, il faut réfléchir effectivement sur le trajet de ramassage et la capacité à ramasser, les délais de ramassage, et quand parfois, alors je ne dirais pas ça pour Pointe-à-Pitre, mais ça arrive aussi dans d'autres communes, si le ramassage ne se fait pas, c'est aussi parce que parfois les sous-traitants ne sont pas payés en temps et en heure. Donc il y a tout un ensemble de choses qu'il faut mettre à plat. Et c'est pour ça que dès début avril, quand j'ai envoyé un mail, j'ai dit « remontée citoyenne », je n'ai pas dit « j'ai la solution ». J'ai dit, voilà, j'ai des citoyens qui m'ont alerté. Est-ce qu'on peut faire un point pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place tous ensemble? Je n'ai pas eu de réponse. C'est pas grave. Concernant la grève des collectivités locales, alors c'est vrai que cette grève dure. On a vu des incendies au niveau de Pointe-à-Pitre. Alors, qu'en pensez-vous, puisque certains disent que l'opposition fait de la récupération au niveau de cette grève et jette de l'huile sur le feu au lieu d'essayer de régler le problème avec le maire. Je vais vous dire quelque chose, ça ne tombe pas dans mon jardin ce que vous dites, je suis désolé, mais... je ne dis pas, c'est ce qui se dit sur le terrain à Pointe-à-Pitre. Non, je n'ai fait... En tout cas, notre équipe, on n'a jamais ni encouragé les gens à faire grève, ni critiqué personne. Le droit de grève est un droit français. Si les gens ont des revendications, ils doivent revendiquer. Maintenant, ce que nous disons simplement, c'est qu'aujourd'hui, après autant de semaines, après autant de temps, ce serait bien qu'il y ait un dialogue. Il faut de l'apaisement en Guadeloupe. Il faut que tout le monde puisse discuter. Il faut que tout le monde puisse trouver une solution. C'est ce que nous avons dit dès le départ. Nous avons toujours dit... Moi, j'ai des gens qui m'appellent encore pour me dire « Loïc, j'ai besoin d'un extrait de date de naissance à Pointe-à-Pitre, comment je fais ?» Ok, et je comprends ces personnes, d'accord? Alors comment faire? Mais Madame Boissy, je ne suis pas le seul à avoir la solution. C'est l'intelligence collective qui aura la solution. Mais je crois surtout qu'il faut discuter, il faut qu'il y ait un climat apaisé, il faut que tous les Guadeloupéens soient responsables. On ne peut pas aujourd'hui prôner l'amour entre les peuples, l'amour entre citoyens, faire Guadeloupe, faire main dans la main, et finalement se retrouver une situation où les gens ne se parlent pas. Les gens doivent se parler. Et je le dis ce soir aux personnes qui sont aussi bien dans les syndicats, aussi bien dans les collectivités, vous devez vous parler. On doit trouver une solution. On ne peut pas laisser ce pays à la dérive comme ça dans les collectivités. Il faut que les gens arrivent à s'écouter, à discuter. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui ne s'écoutent pas, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, je pense. Il y a un mal-être, il y a un malaise. Il y a une crise sociale aussi qui est de plus en plus mise à l'index depuis cette situation de crise sanitaire où les gens en ont marre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on a marre, on se tape dessus. Et vous avez un lien aujourd'hui. Et vous avez je finis. Vous avez un lien fort aujourd'hui entre finalement l'économie, le social, la santé, qui font que les gens aujourd'hui ont besoin de repères, ont besoin de se retrouver, ont besoin on doit sortir de ce système-là. Est-ce que quand on a mal, on se tape dessus? Non, on ne doit pas arriver à ça, on doit se maîtriser. On ne doit pas arriver jusque-là. On est entre Guadeloupéens, on est des pères, des mères de famille, on est des gens responsables. On ne doit pas se taper dessus. Il ne faut pas qu'on arrive à ça. C'est évident. Alors, vous dites que Pointe-à-Pitre est dans une situation difficile. Comment s'en sortir? On a 3 heures. Mais comment s'en sortir? On a 3 heures pour s'en sortir. Non, j'ai dit là, on aura 3 heures d'émission. Non, c'est pas facile. La première chose, c'est que la Chambre régionale des comptes a très clairement dit depuis plus de 2 ans, je crois, de mémoire, que si Pointe-à-Pitre devait s'en sortir dans cet état-là, par effet mécanique, par levier mécanique, il faudrait au moins 28 ans. Bien évidemment, on ne va pas attendre 28 ans. Ça veut dire qu'il faut
faire un travail non seulement sur les dépenses, mais aussi chercher à être créatif, à se dire mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui, vers quel levier je peux aller pour pouvoir finalement, non pas pour réduire mes charges, ok, mais aussi se dire mais quelle opportunité qu'on peut avoir pour avoir des recettes. La première chose qu'ils ont fait à Pointe-à-Pitre, c'est qu'ils ont augmenté le stationnement. Ça a crispé tout le monde. Deuxième chose, c'est qu'au niveau de la taxe foncière de Pointe-à-Pitre aujourd'hui, on a eu un débat en conseil municipal où la taxe foncière de Pointe-à-Pitre, qui était à 37%, passe à 72, je crois, mais c'est parce que, il faut expliquer, c'est parce que s'il y a la part départementale qui rentre dans cette taxe foncière et qu'en même temps la taxe d'habitation est en train de diminuer. Donc il y a un jeu de levier. Mais malgré ça, ils l'ont augmenté un peu plus pour pouvoir pallier la taxe d'ordures ménagères. Donc si vous voulez, fiscalement, Pointe-à-Pitre, c'est compliqué, en tout cas. Et ça va être compliqué. Pour rendre la ville attractive, il faut faire des projets. On a mis la charrue avant les bœufs en voulant, je pense, parler d'abord d'impôts, parler d'abord de recettes et ne pas se dire, mais par rapport aux projets qu'il y avait, notamment ceux qui sont alliés à cœur de ville, etc. Et dans la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui, je pense sincèrement qu'au moins pendant une année, ils auraient pu souffler. Deuxième chose, c'est que ils n'ont pas renoncer à leurs indemnités au niveau de la mairie. Ils auraient pu se dire, pendant un an, nous, on avait prévu, sans démagogie, que si on était passé, pendant un an, on n'aurait pas pris d'indemnité pour justement aider la ville. Ne serait-ce que de façon symbolique, c'est ce qui aurait pu être fait. Chaque euro compte à Pointe-à-Pitre. Malheureusement, c'est la situation qui est comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, Pointe-à-Pitre n'est pas la seule ville en difficulté, n'est pas la seule commune en difficulté. Donc, vous voyez, quand je vous dis ça, je ne suis pas là pour critiquer, pour faire une critique. Je suis en train de dire aussi... Est-ce que le maire Alain Turimel n'a pas trouvé, d'ailleurs, cette situation de difficulté? Mais il la connaissait, Madame Boissier. Il est au conseil municipal depuis 2008. Donc, il connaissait la situation de la ville. Donc, j'ai envie de dire, je vois le maire. Ils ont dit, le maire, il passe dans tous les quartiers en disant la ville n'a pas d'argent. Mais ça, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'on propose pour justement pallier les difficultés? Moi, j'ai voulu rencontrer le maire pour lui dire que dans le cadre de la transition écologique, il est possible d'avoir de l'éclairage gratuit, ok, par des dispositifs qui permettent justement à des entreprises de compenser par rapport au système écologique. Au lieu qu'ils payent des taxes sur l'écologie, ils peuvent l'investir dans de l'éclairage. J'ai demandé un rendez-vous, on m'a pas répondu. D'accord? Donc, je ne suis pas là pour critiquer la personne. Il a son programme aussi. Il doit déployer son programme. Il a ses actions à mener. Donc, s'il a son projet à mener, moi, je suis force de proposition pour dire, mais on peut faire aussi comme ça différemment. Maintenant, après, je n'ai rien humainement contre M. Turimel ou qui que ce soit de la majorité municipale. Donc, on peut dire que si votre liste, on va dire celle sur laquelle vous serez avec Madame Borel, si elle réussit à se positionner, c'est-à-dire à être élue, vous pourrez agir pour Pointe-à-Pitre à ce moment-là? J'agis déjà tous les jours pour Pointe-à-Pitre sans être élu. Que faites-vous? Je suis dans le tissu associatif, j'aide des associations, j'aide parfois des citoyens qui sont en difficulté, petitement, mais je le fais. Donc après, si je suis élu et qu'avec une équipe, on arrive à travailler pour Pointe-à-Pitre et pour la Guadeloupe, nous le ferons de bon cœur. En tout cas, vous avez l'intention d'aller très loin en politique. Ça ne s'arrêtera pas à ces élections régionales. Vous pensez poursuivre? Non, moi, vous savez, moi, vous savez, chaque pas est un pas. Je suis entouré de personnes que je salue ce soir, qui sont compétentes, qui ont de belles idées, de beaux projets. Et j'aime beaucoup le travail en équipe, parce que je pense que c'est à travers la diversité des débats qu'on trouve les meilleures solutions, qu'on peut trouver les meilleurs potentiels, les meilleures idées. Vous savez, j'étais dans une réunion avec certains de mon équipe, et je leur disais, vous savez, je leur disais, les gars, quand je passe à la télé, ce ne sera pas toujours moi. Il faut aussi que vous y alliez. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur moi. Il faut que chacun ait son mot à dire. Il faut que chacun donne sa vision. C'est important, ça. C'est important que dans une équipe, c'est pas toujours le même qui prenne la parole, c'est pas toujours le même. Donc moi, c'est comme ça que je fais, en tout cas, avec mon équipe. J'incite les gens à aller vers les citoyens, à me faire des remontées, mais aussi j'y vais, et voilà. On est une équipe.
Et j'ai envie de dire parfois, quand on est une équipe et on a de belles réalisations, on a de belles idées, pardon, je trouve que oui, on a de beaux projets et j'ai envie de dire, nous aurons l'occasion d'en discuter dans les prochaines semaines, je pense, parce que nous aurons des propositions à faire. Nous serons présents aux élections départementales également et nous avons des idées concrètes, réalistes et faisables parce que, vous savez, quand j'ai fait ma campagne à Pointe-à-Pitre l'an dernier, partout où on passait, je disais, ne faites pas de promesses aux gens. Parlez avec un langage de vérité. Soyez vous-même. N'allez pas promettre aux gens des choses que vous ne pourrez pas faire. Et c'est comme ça que je fonctionne dans tout ce que je fais. Et c'est pour ça que vous n'avez pas été élu? Je ne sais pas. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, Martol, c'est la première fois qu'on nous parle comme ça, parce que tout le monde qui promet nous travail et vous pas promettre nous travail. Et bien, nous qui votez, bah, on dit, vous faites ça sauver, les gars. Mais moi, je suis clair avec moi-même. Je suis dans un schéma de cohérence. Et c'est ça qui nous manque aussi parfois en politique. Moi, je vois des gens qui sont capables de sauter de liste en liste, de tête de liste en tête de liste pour une place, pour un poste. Ce n'est pas la politique que moi je souhaite. Je souhaite une politique... Est-ce que sans promesse, un candidat à une quelconque élection a des chances d'être élu? Mais vous regardez bien comment aujourd'hui les élus sont très critiqués et qu'il y a une perte de confiance envers les élus, parce que les gens sont fatigués qu'on leur fasse tout le temps des promesses et des promesses et des promesses. À un moment donné, il faut être capable de dire aux gens, voilà, un mandat c'est 6 ans, la première année on ne pourra faire que ça, la deuxième année, si on réussit, on fera ça, on fera ça. Ce sont toujours les mêmes qui sont élus. Il faut avoir... Oui, mais vous savez, méfiez-vous, les gens maintenant, ils voient tout, ils observent tout, et vous avez dit vous-même par rapport aux réseaux sociaux, aujourd'hui on a la capacité d'aller regarder sur plusieurs supports si ce que la personne dit c'est vrai, c'est pas vrai, et qu'est-ce qui est fake, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc à un moment donné, les gens savent qui vous êtes. Donc voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. Martol, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous. Je voudrais juste 15 secondes. Je voudrais saluer la famille Moëson, la famille Gérolon, qui ont perdu un parent, la famille Mélion aussi. J'étais ce matin à un enterrement qui était très douloureux et je voudrais les saluer ce soir. Voilà. Merci Loïc Martol d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Demain, nous aurons sur ce plateau Max Mathiazin, tête de liste pour ces élections régionales. Excellente soirée à tous.